Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum. Alors dans cette vidéo, on va voir les déficits immunitaires primitifs. C'est la première vidéo dans le cadre de la révision du module d'immunologie. D'accord? Donc avant de commencer, j'aimerais préciser que l'objectif, c'est seulement d'aider à la révision. Ça ne remplace en aucun cas que vous assistiez au cours magistral présenté par vos enseignants. D'accord? Alors, les déficits immunitaires primitifs. On va suivre ce plan. Qu'est-ce qu'un déficit? Quelles sont les manifestations cliniques de ces maladies? Et les différentes classes, comment on a classé justement ces différents types de déficits. Dans la deuxième partie, on verra l'exploration et on dira un mot au niveau de leur traitement. Concernant leur traitement. Alors, quel est l'objectif du cours? Quels sont les objectifs? Premièrement, c'est de savoir qu'est-ce qu'un déficit immunitaire primitif, de faire la différence entre les différentes classes de DIP, comprendre la démarche diagnostique et connaître le traitement éventuel pour chaque classe de DIP. Alors, dans l'introduction, on a vu en physiologie que le système immunitaire était composé de deux entités, l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'objectif de ce système immunitaire, si on pouvait le résumer, c'est premièrement d'avoir une immunité anti-infectieuse, de nous protéger contre les microbes. Deuxièmement, l'immunosurveillance antitumorale pour ne pas développer des cancers. Et troisièmement, l'immunotolérance ou bien l'homéostasie, ça va nous protéger contre les maladies auto-immunes. Alors, par définition, qu'est-ce qu'un déficit immunitaire? C'est l'insuffisance d'une ou de plusieurs fonctions immunologiques associées à des manifestations pathologiques. Ça, c'est la définition d'un déficit immunitaire tout court. Mais il faut savoir qu'on a deux types de déficit immunitaire. Il peut être secondaire ou bien acquis. Dans ce cas-là, il apparaît à tout âge. D'accord? La cause justement secondaire de ce déficit peut être une infection virale. La plus connue est l'infection au VIH, causant le stade SIDA. Les hémopathies malignes aussi peuvent donner des états de déficit immunitaire. La malnutrition, bien sûr, mais aussi certains médicaments comme les immunosuppresseurs. À côté de cela, on a les déficits immunitaires. Primitifs ou bien héréditaires. Ils sont beaucoup plus rares, d'accord? Ils vont toucher essentiellement les nourrissons. On a quelques déficits qui peuvent apparaître à l'âge adulte, mais le plus souvent, ils touchent les nourrissons, bien les enfants. Ici, on a des mutations des gènes qui vont coder pour des molécules essentielles pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Alors maintenant, si on devait définir qu'est-ce qu'un déficit immunitaire primitif. Un déficit immunitaire primitif, c'est l'anomalie d'un ou de plusieurs éléments du système immunitaire. Ce sont des maladies rares, elles touchent 1 sur 5000 naissances. Il existe différents types de déficit immunitaire avec différentes mutations. On a répertorié plus de 400 types et le diagnostic précoce de ces maladies reste un élément majeur de leur pronostic. Les conséquences cliniques d'un déficit immunitaire primitif, on peut les déduire selon le rôle qu'on a cité du système immunitaire. Donc l'immunité anti-infectieuse, si elle est altérée, on aura l'apparition d'infections. L'immunosurveillance antitumorale, on aura des tumeurs. Et l'immunotolérance, on aura plutôt des manifestations auto-immunes. La classification de ces déficits immunitaires. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de déficits immunitaires. On les a classés selon le complexe touché par cette anomalie afin de mieux les comprendre et de mieux les explorer. D'accord? Il existe plus de classes que citées dans ce cours. Ici, c'est juste pour simplifier. Donc, en gros, celles qui vont toucher les lymphocytes T, donc T et B, vu que les T dans le HELP ou LB, on les a nommés déficits immunitaires combinés. Ceux qui vont toucher seulement les lymphocytes B, c'est les déficits immunitaires à prédominance humorale. Ceux touchant les PNN, c'est les déficits des cellules phagocytaires, PNN ou macrophages. Et enfin, on a les déficits du système de complément. Ici, c'est la prévalence de ces différentes classes en Algérie sur une étude qui a été faite entre 2008 et 2021. Vous voyez que les déficits immunitaires combinés et combinés syndromiques sont les plus fréquents.
D'accord? On a ce qui suit après, c'est les déficits immunitaires à prédominance humorale. Et déficits en complément, c'est les plus rares. Vous remarquez ici en rouge, les déficits immunitaires à prédominance humorale sont les plus fréquents dans le monde. En Algérie, ils peuvent être sous-diagnostiqués par manque de réactifs, manque de centres spécialisés dans l'exploration de ces maladies. Les manifestations cliniques, donc les signes qui vont nous alerter, nous pousser à rechercher un déficit immunitaire primitif, ils sont regroupés dans cette planche. Par exemple, avoir chez un enfant plus de 8 otites par an, ayant nécessité par exemple un traitement antibiotique plus de 2 mois ou bien un traitement antibiotique par voie intraveineuse, d'accord, ralentissement de la croissance ou retard staturopondéral, des épisodes de forte fièvre, un enfant qui a fait plus de 2 infections sévères dans une année, des cas connus des déficits immunitaires dans la famille ou dans la fratrie, tout ça va nous orienter vers un déficit immunitaire primitif. Donc ces manifestations cliniques justement peuvent nous orienter soit vers un déficit immunitaire primitif de façon générale ou bien nous orienter vers une des classes selon le type de manifestation clinique. Par exemple, les déficits immunitaires combinés, ils vont causer plutôt des infections opportunistes qui vont débuter tôt, plus tôt que les infections causées lors des déficits à prédominance humorale. D'accord? Parce qu'avant l'âge de 6 mois, on est protégé par les immunoglobulines G maternelles. Lors des déficits des cellules phagocytaires, on remarquera des lésions tissulaires, des infections cutanéo-muqueuses. Et les déficits en complément, ils sont associés à des infections à Neisseria. Donc, vous savez que le complément nous protège contre... Donc, ces manifestations cliniques, justement, peuvent nous orienter soit vers un déficit immunitaire primitif de façon générale ou bien nous orienter vers une des classes selon le type de manifestation clinique. Par exemple, les déficits immunitaires combinés, ils vont causer plutôt des infections opportunistes qui vont débuter tôt, plus tôt que les infections causées lors des déficits à prédominance humorale. D'accord? Parce qu'avant l'âge de 6 mois, on est protégé par les immunoglobulines G maternelles. Lors des déficits des cellules phagocytaires, on remarquera des lésions tissulaires, des infections cutanéo-muqueuses. Et les déficits en complément, ils sont associés à des infections à Neisseria. Donc, vous savez que le complément nous protège contre les bactéries ou bien les micro-organismes encapsulés. On va commencer par la première classe, les déficits immunitaires à prédominance humorale. Alors, le rôle des lymphocytes B, en se différenciant vers les plasmocytes, c'est la production d'immunoglobulines. Ce sont les anticorps. Le principal rôle des anticorps, via cette immunité dite humorale, c'est la neutralisation des virus et toxines, l'aide à la phagocytose via l'opsonisation, l'activation de la voie classique du complément, mais aussi la lyse des cellules tumorales via les NK à travers le phénomène d'ADCC. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces déficits? Premièrement, l'âge de début des symptômes. C'est après 6 mois, on a dit, parce qu'avant, on est protégé par des anticorps maternels. La localisation des infections, elle est surtout ORL et bronchopulmonaire. Au niveau digestif, on note surtout des giardiases. Donc le type de germes qu'on rencontre lors de ce groupe de déficits, ce sont les germes à multiplication extracellulaire. D'accord? Ici, rappelez-vous, c'est l'immunité humorale qui est défectueuse. Donc c'est les germes à multiplication extracellulaire obligatoire, essentiellement pyogènes, comme le streptocoque, les méningocoques et le pseudomonas. La physiopathologie de ces déficits, c'est une anomalie qui va toucher le développement des lymphocytes B. On aura absence de réponse B au LT. Alors, quels sont les types de déficits immunitaires à prédominance humorale? On a les agammaglobulinémies, celles liées à l'X et celles à transmission autosomale récessive, les déficits sélectifs en IgA, le déficit immunitaire commun variable, le syndrome d'hyper-IgM, le déficit en sous-classe d'IgG et le déficit IgG en IgG spécifique. Alors, les agammaglobulinémies, on a dit qu'on a 2 formes, la forme liée à l'X et la forme à transmission autosomale récessive. Celle liée à l'X, on l'appelle aussi la maladie de Bruton. C'est la plus fréquente, 90%. Dans cette maladie, la mutation va toucher justement le gène de cette BTK, la Bruton's tyrosine kinase. C'est une enzyme indispensable au développement des lymphocytes B. Donc, en cas d'anomalie au niveau de cette enzyme, la cellule sera bloquée au stade pro-B. On n'aura pas de lymphocytes B immatures. Alors, puisque c'est lié à l'X, donc ça va toucher les garçons
L'âge de début des symptômes, on a dit à partir de 6-10 mois. Et sur le plan immunologique, on aura le taux des immunoglobulines qui sera effondré. C'est pour ça qu'on parle d'AGAMA. On n'aura pas d'immunoglobulines. Les IgG seront inférieurs à 2 grammes par litre. D'accord? C'est seulement dans cette maladie qu'on verra ce taux-là. La gamma-globulinémie, qu'on verra des taux effondrés des immunoglobulines pareils. Absence des IgA sécrétoires, absence de LB mature et absence de plasmocytes, que ce soit au niveau périphérique ou au niveau central. Les LT sont en nombre normal et fonctionnel. La complication majeure, c'est la bronchectasie. Deuxième type, on a dit à transmission autosomale récessive. Ici, la mutation va toucher d'autres molécules qui sont tout autant indispensables au développement normal des LB, telles que la chaîne MU, il y a la chaîne lourde des IgM, et l'immunoglobuline alpha, ou bien le CD79A, qui est lui responsable de la transduction du signal d'activation via le BCR. D'accord, le BCR sur les LB. Elles ont le même phénotype que la maladie de Bruton, mais cette fois, elles vont toucher les filles tout autant que les garçons. Le déficit sélectif en IgA, dans ce cas-là, le défaut, il sera au niveau du switch, ou bien un échec de différenciation terminale en plasmocytes producteurs d'IgA. D'accord, donc on n'aura pas d'immunoglobuline d'isotype A. Leur prévalence, c'est le déficit le plus fréquent. Là, il est à transmission autosomale récessive, donc il peut toucher les deux sexes. Les manifestations cliniques, souvent, c'est asymptomatique, ça peut passer inaperçu, ou alors on a des infections respiratoires et digestives. Sur le plan immuno, soit absence totale des IgA ou bien quasi totale. Souvent, dans un déficit sélectif en IgA, il peut être associé à un déficit en sous-classe d'IgG, les IgG2 et l'IgG4. Le troisième type, c'est le déficit immunitaire commun variable. Le commun variable, c'est le plus fréquent après le déficit en IgA. D'accord? Donc il est aussi fréquent. Il vient en deuxième place. L'âge de début, il va se manifester quant à lui à partir de la deuxième ou la troisième décade. C'est là toute la différence avec les premiers déficits dont on a parlé. Donc il va apparaître en général à l'âge adulte. D'accord? Les manifestations cliniques sont assez hétérogènes. On aura notamment une incidence élevée de syndrome lymphoprolifératif et de manifestations auto-immunes et granulomateuses. D'accord? Sur le plan immunologique, on aura une diminution des IgG et des IgA. D'accord? Donc dans le commun variable, il y aura une nette diminution des IgG et des IgA avec ou sans une diminution des IgA. Les LB ici, ils peuvent être avoir des taux normaux ou bien diminués. C'est aussi la deuxième différence avec les AGAMA. Les LB peuvent avoir un taux normal ou bien diminué, mais qui ne va pas au-dessous de 2%. Tandis que dans les AGAMA, les LB sont moins de 2%. D'accord? Donc, les deux différences, c'est l'âge et le taux des LB. C'est grâce à ça qu'on fait la différence essentiellement. L'étiologie, il y a différentes mutations qui peuvent causer cette maladie, notamment celles au niveau du CD19, CD20, CD21 qui sont des marqueurs des lymphocytes B. Quatrième type, c'est le syndrome d'hyper-IgM. Pourquoi hyper-IgM? Parce qu'il y a une anomalie au niveau du switch. Donc dans le cas normal, la liaison du CD40 à son CD40 ligand, donc c'est le HELP des lymphocytes T CD4+. Le HELP qu'il donne au LB va leur permettre de switcher et de donner les différents isotypes d'immunoglobulines. D'accord? Donc au départ, ils ne donnaient que des IgM. Après le HELP des LT, ils peuvent donner des IgG, des IgA, des IgD et des IgE. D'accord. Dans le cas d'un déficit, le déficit peut toucher, comme ici, le CD40 ligand, pas de liaison, pas de HELP au LT, donc pas de IgG, pas de IgA, pas d'IgD et pas d'IgE. Dans ce cas-là, le taux des IgM sera élevé. Chaque fois qu'on voudra avoir plus d'anticorps, produire plus d'anticorps, on n'aura que des IgM. C'est pour ça qu'on parle de syndrome d'hyper-IgM. Donc on a des IgM, mais on n'a pas les autres isotypes. On a deux formes, d'accord? La forme liée à l'X qui est la plus fréquente, 70%, qui est causée par une mutation au niveau du CD40 ligand, et les formes à transmission autosomale récessive. Alors, la mutation du CD40 ligand et du CD40, comme c'est la coopération LT-LB, on peut les classer parmi les déficits immunitaires combinés.
tandis que la mutation AID et UNG, ce sont des enzymes indispensables dans le phénomène du switch. Elles sont plutôt classées dans le déficit immunitaire à prédominance humorale. D'accord? Sur le plan immunologique, on a dit le taux des IgM va être augmenté ou bien dans les normes, tandis que celui des IgG et des IgA sera effondré. Ici, on a d'autres types de déficit immunitaire à prédominance humorale qui sont plus rares. Le déficit en sous-classe d'IgG qui peut passer inaperçu, qui est asymptomatique. Le taux des IgG peut être normal aussi, sauf quand c'est un déficit en IgG1, d'accord, IgG1 qui est la prépondérante, on va dire, et il est découvert à l'âge adulte. Le déficit en IgG spécifique, quant à lui, le taux des immunoglobulines et des IgG est dans les normes, mais la réponse aux antigènes polysaccharidiques et aux antigènes protéiques, par exemple, elle est défectueuse. Donc ici, il y a un déficit en IgG spécifique, non pas en IgG de façon générale. Donc à droite, l'exploration, les déficits immunitaires humoraux. On va faire d'abord les gammes. Si les gammes sont effondrées, on va voir le taux des lymphocytes B. S'il est inférieur à 1%, c'est une agamma. Si c'est supérieur à 1, on est plutôt dans un commun variable. Si le taux des immunoglobulines est dans les normes, on va explorer les sous-classes d'IgG ou bien c'est un IgG spécifique. Deuxième groupe, c'est les déficits immunitaires combinés. D'accord? La différence avec les humoraux, c'est d'abord à travers l'âge de début des symptômes. Ils commencent à un âge précoce, d'accord? Les manifestations cliniques sont dues à des germes opportunistes, à parasitisme intracellulaire cette fois, d'accord, comme le candida, le toxoplasma, etc. Les infections virales graves comme le CMV. D'accord. On note aussi à la naissance, après injection du vaccin BCG, une BCGite. D'accord. Donc la vaccination par des germes vivants atténués va faire apparaître des signes généralisés pouvant être mortels chez le nouveau-né. Sur le plan immunologique, on a parlé de déficit immunitaire combiné, donc un déficit en LB, dans la réponse immunitaire cellulaire et la réponse immunitaire humorale. Pas de réponse proliférative aux mitogènes et aux antigènes à travers l'été, et un déficit global, une immunoglobuline peut être associé. Voici les différents types de déficit immunitaire combinés. On a les sévères, on a les autres déficits immunitaires, comme celui en HLA de classe 1, classe 2, le ZAP70. On a également des déficits immunitaires combinés dits syndromiques, à savoir le DiGeorge, le Wiskott-Aldrich et l'ataxie télangiectasie. Alors, on va commencer par le premier type, les déficits immunitaires combinés sévères. C'est quoi? Pourquoi on dit sévère? C'est parce que le taux des lymphocytes ici, il est effondré. D'accord, c'est ça, par définition. Donc, le taux des lymphocytes, il est effondré, avec ou sans présence des lymphocytes T et des lymphocytes NK. Donc, les infections vont apparaître dès la première année de vie. On aura des infections récurrentes, bactériennes, virales ou fongiques, persistantes, sévères, avec un retard de croissance et des diarrhées chroniques. On a le type de germes, ce sont des germes opportunistes. Le pronostic, il est assez sévère, d'accord? Cette maladie est mortelle, sans reconstitution immune. Et l'étiologie peut être variable, on va le voir chaque type à part. Alors, on va les classer d'abord selon la présence ou l'absence des lymphocytes B. On va parler d'un groupe T-B- si l'anomalie va toucher le développement des T et des B en même temps. Un T-B+, si elle touche seulement les T. En second degré, on va voir les lymphocytes NK. Donc, si on n'a ni LT, ni LB, ni NK, c'est une mutation soit au niveau de l'ADA, adénosine déaminase, ou bien de l'AK2. C'est ces deux enzymes qui sont responsables au développement des lymphocytes de façon générale. Elle est à transmission autosomale récessive. T-, B-, NK-. Deuxième type, c'est le T-, B-, NK+, toujours à transmission autosomale récessive. Il est dû à la mutation au niveau des gènes RAG1, RAG2 et Artemis. Cette fois-ci, le NK, il n'est pas touché. Il nécessite pas justement ces protéines, ces enzymes pour son développement. Seulement les T et les B. Prochain type, c'est celui du T-, B+, NK-. Ça veut dire qu'ici, la mutation va toucher le développement des T et des NK seulement. On a la forme à transmission autosomale récessive.
quand ça touche, la mutation va toucher le JAK3, le gène responsable de la protéine JAK3, qui code pour la protéine JAK3, et la mutation qui va toucher la chaîne gamma commune. D'accord? Un déficit de la chaîne gamma commune, il est à transmission liée à l'X. On parle de chaîne gamma commune, ou bien d'IL2 récepteur gamma, ou bien de CD132. Ok? Rappelez-vous, le déficit en chaîne gamma commune, c'est un SCID à transmission liée à l'X. Dernier type, c'est quand les B et les 1K sont présents à des taux normaux, mais les B sont absents. Ici, la mutation va être responsable que de développement des T. C'est le cas de la mutation au niveau de l'IL7 récepteur alpha. Cette protéine, si elle est mutée, on n'aura pas de développement de lymphocytes T. Mais les B et les 1K, ils seront dans les normes. Si on devait regrouper parmi les SCID qu'on vient de voir, ceux qui sont par défaut de signalisation de cytokine, sur ce schéma, vous voyez la chaîne gamma commune en rouge. Quand on parle de chaîne gamma commune, c'est qu'elle est commune à toutes ces cytokines. Ceux-là, ce sont des récepteurs à la cytokine. La gamma commune, c'est qu'elle est commune à tous ces récepteurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'IL7 qui est responsable du développement des lymphocytes T. Sans IL7, pas de développement de LT. Et l'IL15 qui est nécessaire au développement des NK. Donc, dans le déficit de la chaîne gamma commune, pas de T et pas de NK. Et c'est le plus fréquent, 60% des SCID. Le deuxième type, c'est le T-B+, NK+. Dans ce cas-là, ça touche seulement la partie qui est responsable de la cytokine IL7 et non pas IL15. Pourquoi? Parce que vous voyez que le récepteur il est formé de deux sous-unités, la gamma commune et une autre qui est spécifique à l'IL7. C'est l'IL7 récepteur alpha. Donc quand la mutation va toucher plutôt cette sous-unité, c'est que le développement des T qui va être altéré. Dernier type, toujours T-, NK-, B+. Cette fois-ci, c'est au niveau du JAK3 qui est responsable de la phosphorylation et la dimérisation du STAT et par conséquent la transduction du signal. Le JAK3 il est lié à la chaîne gamma commune, donc pareil on aura le même phénotype, T-, B+, NK-. Il est quant à lui assez rare. Troisième type de combiné, c'est le déficit d'expression en molécules HA. Vous connaissez le rôle de ces molécules au niveau du système immunitaire, notamment la présentation antigénique, la classe 2 au LTCD4 et la classe 1 au LTCD8+. Donc, le déficit en HLA de classe 2, appelé déficit en HLA-DR, parce qu'il y a un défaut de transcription des gènes codant les molécules HLA-DR. Il est assez fréquent au niveau du bassin méditerranéen. D'accord? Donc, on le recherche fréquemment au niveau de nos labos. On aura notamment, en plus de ce déficit, une diminution des LTCD4+, et par conséquent, une nette diminution des immunoglobulines. Parce qu'on a besoin du help des LTCD4+, pour produire des immunoglobulines. Le deuxième type, la classe 1, ils sont en transmission autosomale récessive, les deux. Dans le premier type, on a dit il y a un déficit au niveau du HLA-DR. Le deuxième, c'est classe 1, donc HLA classe 1, donc HLA-A, HLA-B et HLA-C. On a une diminution ici des lymphocytes T, CD8+, donc déficit en cytotoxicité. Aussi, manifestation auto-immune, parce qu'on n'a pas le syndrome de Dijorge. C'est quoi le syndrome de Dijorge? C'est une embryopathie, d'accord? Ça ne touche pas seulement le système immunitaire, c'est pour ça qu'on parle d'un syndrome. Donc c'est une embryopathie portant sur le troisième et quatrième arc bronchiaux, qui est caractérisée par une athémie. Ça veut dire que le patient n'a pas de thymus, d'accord? Pas de thymus, donc pas de LT mature. On sait que le thymus, c'est le centre du développement des lymphocytes T. Ceci est dû à une lésion au niveau du chromosome 22. On va noter cliniquement une dysmorphie, une hypocalcémie. D'accord, le taux de calcium est diminué parce qu'il y a absence de parathyroïde, qui est à l'origine de crises de tétanie néonatale. Donc dès la naissance, on va remarquer justement que ce nouveau-né a le syndrome de Dijorge parce qu'il a également des malformations cardiaques. Ce qui nous intéresse sur le plan immunologique, pas de thymus, donc pas de lymphocytes T mature. Donc
absence de lymphocytes T matures circulant, présence de lymphocytes P mais diminution des immunoglobulines. On aura des immunoglobulines, on aura des anticorps, mais on n'aura pas de réponse des anticorps aux antigènes qui sont thymodépendants. Les antigènes qui nécessitent l'aide des lymphocytes TOLB pour être contrôlés. D'accord? Donc sur le plan immunologique, le syndrome de Di-George, pas de lymphocytes T matures circulant, présence de LB mais pas de diminution des immunoglobulines, et pas de réponse aux anticorps, aux antigènes thymodépendants. Le pronostic de cette maladie, bien sûr, il est sévère et le traitement curatif, le seul, c'est la greffe de thymus fœtal. Le syndrome de Wiskott-Aldrich, quant à lui, c'est une maladie liée à l'X. D'accord? Il y a ici une mutation du gène WAS qui va coder la protéine WASP, responsable de la polymérisation de l'actine. Les manifestations cliniques, c'est une triade. D'accord? La triade eczéma, thrombopénie, infection à répétition, c'est cette triade qui va nous orienter vers ce syndrome. La thrombopénie, on va constater au niveau du frottis qu'il y a des microplaquettes. Retenez ça, on l'utilisera dans l'exploration. Sur le plan immuno, un Wiskott-Aldrich, on aura une lymphopénie progressive, surtout les LT-CD8+, l'augmentation des IgE, voire des IgA, avec ou sans diminution des IgM et des IgG. Troisième groupe, ou troisième classe, c'est les déficits des cellules phagocytaires. Les déficits des cellules phagocytaires, notamment les PNN, les monocytes et les macrophages. On a des déficits quantitatifs et des déficits qualitatifs. Les déficits qui vont toucher le nombre de ces PNN vont causer une neutropénie. D'accord? On a une neutropénie congénitale sévère qui est à transmission autosomale récessive. Dans cette maladie, il y a arrêt de différenciation au stade de myélocyte. Donc, on n'aura pas de PNN mature. Dans ce cas-là, et par conséquent, il y a un risque important de syndrome myélodysplasique et de leucémie myéloïde. La neutropénie cyclique, car elle va durer 3 à 6 jours. Ils vont avoir des taux normaux, puis rechuter tous les 21 jours. C'est une maladie à transmission autosomale dominante et elle est traitée par l'administration du GCSF. Le déficit qualitatif, quant à lui, il est représenté essentiellement par 2 maladies, la granulomatoseptique chronique et le LAD. La granulomatoseptique chronique, elle a 2 formes, autosomique récessive et celle liée à l'X. C'est une anomalie du métabolisme oxydatif des PNN. Ça veut dire que les PNN sont là, en nombre ils sont présents. Ils font la phagocytose, ils phagocytent les bactéries et champignons, etc. Le problème, c'est qu'en intracellulaire, ils n'arrivent pas à digérer ces bactéries. Pourquoi? Parce qu'il y a une mutation au niveau des gènes codant les constituants de la NADPH oxydase. La NADPH oxydase, c'est une enzyme nécessaire à la digestion de ces microbes en intracellulaire. Alors voici la NADPH oxydase. Vous voyez qu'il y a plusieurs sous-unités. La mutation la plus fréquente, c'est celle touchant le GP91-FOX. C'est celle qui est justement liée à l'X et elle représente 65% des granulomatoseptiques chroniques. On aura chez ces patients des infections bactériennes à répétition avec persistance des foyers infectieux. On n'arrive pas à éliminer vraiment les bactéries et formation de lésions granulomateuses. On aura des infections cutanées, la pyodermite, au niveau des ganglions, l'adénite et aussi des abcès. Au niveau du labo, c'est ce qui nous oriente vers l'exploration des granulomatoseptiques chroniques. C'est les abcès, les adénites, etc. Le déficit de mobilité, c'est un deuxième type de déficit qualitatif au niveau des PNN essentiellement. Pourquoi les PNN sont là en nombre suffisant, avec une note pH qui est efficace, mais qui n'arrive pas à atteindre le site d'infection. Parce qu'il y a un déficit au niveau des molécules d'adhésion. C'est pour ça qu'on parle de LAD. Le LAD1, par exemple, il y a une mutation au niveau du CD18. Le CD18 qui n'est autre que la chaîne bêta de l'intégrine LFA1. Donc ici, on voit le PNN. Après les différentes étapes pour faire la diapédèse et atteindre le site inflammatoire, pour justement adhérer à l'endothélium, il a besoin de ces molécules d'adhésion cellulaire, notamment l'intégrine alpha-1. S'il y a un déficit au niveau de cette intégrine, il ne pourra pas atteindre le site inflammatoire. Donc on fera appel au PNN. La moelle va produire de plus en plus de PNN, mais qui n'arriveront pas à atteindre leur cible.
On va passer au quatrième type, au quatrième groupe de déficits immunitaires primitifs. Ce sont les déficits en complément. Donc le système du complément que vous connaissez via les trois voies, la voie classique, la voie alterne et la voie des Manos. Ces déficits peuvent toucher n'importe quelle protéine, que ce soit les protéines impliquées dans la cascade, les protéines de régulation ou même les récepteurs membranaires. Les déficits du complément sont caractérisés par leur rareté. Ils sont très rares, on l'a vu. 1% représente 1% des déficits. Ils peuvent toucher toutes les protéines du système, c'est ce qu'on vient de dire. Ils sont le plus souvent secondaires, d'accord? Secondaires à des maladies auto-immunes, ou bien ils peuvent être primitifs, mais le plus souvent secondaires, comme secondaires à des maladies auto-immunes. Ils sont en transmission autosomale récessive, le plus souvent à transmission autosomale récessive. Il existe des exceptions. Alors, les plus fréquents, c'est premièrement le déficit en C2. C'est le plus fréquent des déficits immunitaires en complément. Il est le plus souvent hétérozygote, d'accord? C'est rare qu'on trouve une forme homozygote de déficit en C2. Les manifestations cliniques, c'est principalement le lupus érythémateux systémique qui est associé à ce déficit. Vous avez dû voir ou lire la physiopathologie du lupus érythémateux systémique et le rapport avec les complexes immuns circulants. Donc tout ce qui est déficit dans le premier composant de la voie classique du complément, ils vont être associés justement à ce type de maladie. Aussi les infections à germes encapsulés, mais on peut noter aussi l'athérosclérose. Deuxième type, c'est le déficit en C1 inhibiteur. Il est plutôt en transmission autosomale dominante, d'accord, contrairement aux autres déficits en complément. Il cause la maladie appelée angioœdème héréditaire. L'angioœdème héréditaire, c'est avoir des angioœdèmes sous-cutanés qui sont non prurigineux. D'accord, ils sont non prurigineux parce qu'ils sont bradykiniques et non pas histaminiques. D'accord, c'est différent. Et ils sont récidivants. Ils durent 3 à 4 jours et ils récidivent après. Il y a l'atteinte, s'il y a atteinte de la muqueuse digestive, dans certains cas, on aura des douleurs abdominales intenses. Ou s'il y a atteinte des voies respiratoires, là, c'est le pronostic vital qui est mis en jeu. Voilà les différentes signes cliniques ou manifestations cliniques associées aux composants qui peuvent être déficients. Donc on a dit les premiers composants de la voie classique vont être associés plutôt à des maladies à complexe immun circulant comme le lupus, le C3 également avec des infections à pyogènes et Neisseria. Le complexe d'attaque membranaire C5, C6, C7, C8, C9 et le facteur B et le facteur D seront associés à des infections à répétition à Neisseria. Et le déficit en C1 inhibiteur, on a dit, il va causer l'œdème enjeu neurotique héréditaire ou bien l'angioœdème héréditaire. Voilà pour la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et merci.